Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour ce 5e webinaire concernant la saison actuelle, concernant les acteurs de la transition à l'heure de la refondation de l'agriculture dans cette période de l'Anthropocène. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du numérique. On sait que la transition numérique peut avoir plein d'avantages, elle peut avoir aussi des inconvénients. Et donc, le lien entre numérique et biodiversité, aujourd'hui, est abordé dans ce cycle des acteurs de la transition. Et donc, pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir deux acteurs engagés dans ce sujet-là, et puis une discutante, comme à l'habitude. Et donc, je vous présente Léa Lugassi, qui est agroécologue et qui est coordinatrice scientifique au sein de l'Association pour une agriculture du vivant. Je vous présente également Olivier Rovellotti, qui lui est gérant de l'entreprise Natural Solutions et qui développe des solutions numériques pour l'évaluation et la gestion de la biodiversité. Et Annie Ouin, qui, elle, est enseignante-chercheuse à l'Institut national polytechnique de Toulouse et plus particulièrement au sein de l'École nationale supérieure agronomique. Et donc, avec ces trois intervenants, nous allons pouvoir échanger sur cette question. Et avant de donner la parole à chacun des intervenants, je veux vous rappeler que vous avez deux solutions, deux façons d'interagir avec nous, avec les intervenants et moi-même. Vous avez le bouton discussion ou chat ou converser, ça vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Le deuxième bouton, rubrique, qu'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est la rubrique Q&R pour questions et réponses. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions aux intervenants et aux trois intervenants. Et nous y répondrons à la fin des échanges que nous avons prévus sur les 3 premiers quarts d'heure, et la dernière demi-heure constituera ce temps de réponse en direct à vos questions. Mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Et donc, pour démarrer, Léa, Olivier et Annie, vous pourrez bien sûr compléter votre présentation quand vous allez intervenir. Mais pour démarrer, donc, une première question que je vous pose, en tant qu'acteur de la transition, quel est votre regard sur l'érosion de la biodiversité et comment vous agissez au sein de votre structure? Alors peut-être, Léa, pour commencer, puisque on va prendre l'agroécologue pour démarrer. Et donc, Léa, est-ce que vous pouvez commencer à répondre à ces questions et n'hésitez pas à compléter votre présentation. Oui, absolument. Effectivement, voilà, le temps que ça passe en plein écran. Bonjour à tous. Donc, pour faire cette petite introduction, avant de présenter la structure dans laquelle je travaille pour une agriculture du vivant, je vais d'abord vous présenter la manière dont nous, on envisage la biodiversité dans les écosystèmes agricoles et la manière dont on va travailler justement, presque indirectement, j'allais dire, à restaurer la biodiversité. Donc, nous, on part d'une vision très, très nette et peut-être un peu en rupture avec ce qui se pense généralement. Quand on parle biodiversité, on entend protection, sauvegarde, conservation. Nous, on parle production, c'est-à-dire la biodiversité, elle ne se protège pas, elle se produit, dans le sens où dans un écosystème agricole, donc cultivé, on a des chaînes trophiques. La biodiversité, elle est contenue là-dedans. Donc ça, c'est l'ensemble des organismes qui peuvent, dans un écosystème très riche, exister dans un écosystème agricole. L'agriculteur, par ses pratiques, lui, il intervient au tout premier niveau de cette chaîne trophique parce qu'il travaille avec des plantes et que les plantes, elles ont la capacité unique, que n'ont pas les autres espèces, de faire de la photosynthèse. Donc, c'est l'entrée de l'énergie dans le système. On capte, grâce à l'énergie du soleil, on prend du dioxyde de carbone, la photosynthèse se produit, on fabrique du sucre et donc on fabrique vraiment le premier niveau de la chaîne trophique, les plantes. D'elle, de cette quantité de biomasse en fait, végétale, va dépendre tout le reste. C'est-à-dire les seconds niveaux de la chaîne trophique, ça va être toute la vie du sol notamment, mais aussi les insectes, qui soient phytophages ou qui mangent du nectar, du pollen, puis leurs prédateurs, on va retrouver là les oiseaux, puis les microcarnivores, les macrocarnivores, etc. Donc pour faire, je dirais de manière très simple, si on veut qu'il y ait des rapaces emblématiques dans le ciel,
il faut d'abord qu'il y ait eu tout le reste. Et donc, ça comprend notamment tout ce qui va se passer dans le sol, qui est absolument fondamental et qui est vraiment le socle de cette pyramide du vivant dans un écosystème agricole. Donc voilà ce qu'on entend par ça ne se protège pas, mais vraiment ça se produit, ça se construit. Il faut bien avoir connaissance de cette chaîne trophique pour pouvoir agir dessus et faire en sorte qu'on ait vraiment toutes les espèces plus, on va dire, patrimoniales ou emblématiques. Donc les deux conditions pour que la biodiversité se restaure dans un écosystème cultivé, elles sont très simples. Les espèces, elles ont besoin du gîte et du couvert. Donc on va vraiment, nous, systématiquement repenser ou accompagner les agriculteurs pour repenser les pratiques, que ce soit en termes de gestion du sol, mais aussi de gestion des habitats, des micro-habitats dans la ferme, pour vraiment que ça apporte ces deux composantes essentielles. Alors, je vous ai mis deux exemples à gauche et à droite de à quoi ça ressemble quand on a le gîte et le couvert ou quand on ne l'a pas. Donc à gauche, vous avez une parcelle. Voilà, une parcelle en automne ou en hiver, on peut en voir quand même assez souvent, même c'est plutôt la norme, nue. Donc vous voyez ça en bas. Un sol nu, voilà, c'est un sol dans lequel toute la biodiversité du sol qui peut-être existait lorsqu'il y avait une culture, donc des bactéries, des champignons, des colamboles, etc., pendant toute une période de l'année, pendant plusieurs mois, il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus ce premier niveau de chaîne trophique qui revient, les résidus, les pailles, etc. Et donc, il n'y a plus le couvert. Alors, il peut en plus ne plus y avoir le gîte quand on laboure ou quand on travaille le sol de manière assez forte. Donc ça, c'est vraiment voilà, les deux conditions qui sont indispensables à la vie de ces espèces-là ne sont plus réunies. Donc, chaque année, on va repartir à un niveau très bas de biodiversité. Alors que si on met en place des pratiques comme au-dessus, de continuité dans la présence de cultures, on met des couverts au lieu de laisser le sol nu en hiver, on maintient l'alimentation en végétaux pour les plantes, pour les organismes du sol, pardon, et en essayant de peu travailler le sol, on va aussi maintenir leur gîte. À droite, vous avez le même exemple, vous avez une fonction barrière en bord d'une prairie. Suivant si on va le faire juste avec du grillage et des poteaux, on va peut-être avoir une ou deux buses qui se baladent, mais on n'a pas cette fonction de gîte et de couvert que l'on peut avoir si on maintient une haie vive. Et donc, c'est vraiment notre vision au sein de l'Association pour une agriculture du vivant, c'est partout où c'est possible, en lien avec les pratiques agricoles, donner les conditions pour que la biodiversité puisse se développer. Et ces deux conditions, c'est le gîte et le couvert. Et on met là-dessus, on va dire, l'ADN un peu du mouvement de l'association, puisqu'on est une association de 15 personnes, mais on est avant tout un mouvement avec 70 adhérents, un peu plus des acteurs des filières agroécologiques et 700 adhérents agriculteurs. Et donc, notre vision, c'est que la responsabilité, elle est partagée. Donc, la transition agroécologique, ce n'est pas que les agriculteurs qui doivent changer leurs pratiques, mais c'est aussi les maillons intermédiaires, et notamment du conseil, qui doivent aussi se former, monter en compétences, changer la manière dont ils accompagnent les agriculteurs, et puis tous les acteurs de la valorisation, achat, transformation, distribution, qui doivent eux aussi repenser leur manière de fonctionner pour valoriser la production des agriculteurs. Et ça, on le fait notamment en utilisant un outil qui est pour nous absolument central dans notre action. C'est l'outil d'évaluation des fermes, donc du niveau agroécologique des fermes, qu'on appelle l'indice de régénération, dans lequel on va en fait s'assurer que ce dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire que les conditions en lien avec les pratiques des agriculteurs, les conditions sont réunies pour que le sol fonctionne bien, la biodiversité, on va dire le fonctionnement biologique de l'écosystème fonctionne bien, que toutes ces conditions sont bien réunies, appliquées par l'agriculteur, et ça va être valorisé économiquement dans la filière. Et voilà, juste pour vous donner une petite indication de ce qu'il y a dans cet indice de régénération, qui est open source et gratuit, donc vous pouvez tous l'utiliser, le tester sur une plateforme agroécologie.org. Et donc, on va voir qu'en fait, chacun de ces axes, même s'il y a un axe, on va dire, dédié qui s'appelle biodiversité, mais en fait, chacun de ces axes est en lien avec la biodiversité. Parce que quand on parle travail du sol, couverture du sol, cycle du carbone, restitution de résidus, on parle en fait de choses très importantes pour la biodiversité. Donc, nous, c'est vraiment un outil systémique pour faire comprendre et dialoguer avec l'agriculteur que chacune de ces pratiques en fait, vient s'inscrire dans un système qui va faire que biologiquement et écologiquement, on va aller vers une régénération de son système cultivé. J'en terminerai juste pour cette première partie, juste pour vous montrer voilà, à quoi ressemble aujourd'hui le réseau. Donc là, vous avez à la fois des partenaires techniques, des acteurs, des entreprises de l'agroalimentaire. Vous ne voyez pas les agriculteurs qui sont derrière, mais du coup, il y en a un certain nombre, évidemment. Et donc voilà, c'est aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs de ce réseau que nous mettons en place, que nous accompagnons la structuration de filières agroécologiques pour vraiment travailler, mobiliser les bons partenaires techniques au bon moment,
des partenaires pour aller conseiller les agriculteurs sur leurs pratiques, des partenaires pour nous aider à mettre sur pied des solutions de financement pour accompagner les agriculteurs, des solutions pour, voilà, pour les acteurs de l'aval, pour mieux parler de comment ils accompagnent ces pratiques, etc. J'en termine là pour cette première partie. Je laisse la parole à Olivier. Merci Léa. Olivier, même question en tant qu'acteur de la transition. Quel est votre regard sur l'érosion de la biodiversité et comment vous agissez au sein de votre structure? Faut mettre ton son, remettre ton son, Olivier. Voilà. Voilà, oui. Donc, je vous partage quelques slides aussi, vous les voyez? Oui. Donc, nous, on est une petite entreprise basée à Marseille, sur le Vieux-Port, d'une trentaine de salariés. On existe depuis une quinzaine d'années aujourd'hui et on est aujourd'hui très spécialisé dans la gestion de données de biodiversité. On a posé une raison d'être il y a environ 2 ou 3 ans, qui est de mettre le meilleur de la technologie au service de la biodiversité, des acteurs de la biodiversité. Donc, on est une boîte d'informatique qui édite un certain nombre de solutions ou qui crée des solutions sur mesure pour nos clients. Donc, je vous ai listé quelques exemples de solutions pour que ce soit un peu plus concret, pour que vous compreniez ce que l'on fait aujourd'hui. On s'organise autour de 3 grands pôles. Un pôle de reconnexion au vivant qui travaille avec les acteurs du tourisme et de l'écotourisme pour trouver des solutions pour reconnecter les acteurs du territoire à la biodiversité. On travaille sur un deuxième pôle qui est de restaurer ou de recréer des espaces de nature. Donc là, on est un peu plus sur la dimension agroécologique ou de l'agriculture. Et puis, on a sur un troisième pôle qui est plus classique et qui est un pôle de préservation ou de conservation des espaces naturels sensibles sur lesquels on va créer des systèmes d'information géographique. Il y a toujours une dimension géographique, forcément, dedans, pour référencer les espèces présentes sur un territoire. Donc, sur la dimension reconnectée, je vous ai mis le petit exemple de notre très fameuse astragale de Marseille, endémique du bassin méditerranéen, pardon, qui a subi des pertes assez importantes à cause des détergents qui nous proviennent des égouts de Marseille sur la sortie de Cortiou. Donc, c'est une petite plante qui pousse sur les îles de Marseille et puis dans les calanques. Et elle arrive qu'elle soit très nécrosée par ces particules qui sont dans les embruns aux alentours des calanques. Donc, pour cette petite plante et pour plein d'autres, on a créé une plateforme gratuite qui s'appelle EcoBalade. C'est une application que vous pouvez télécharger sur les stores qui va permettre à tout un chacun en famille de découvrir quelles sont les espèces présentes sur un territoire. Donc, pour l'astragale, on est sur une espèce menacée. On va faire remonter une partie de ces données, même si ils n'en ont pas énormément besoin sur l'astragale parce qu'ils connaissent les 300 plantes. Oui, 300, je crois, qui poussent sur le littoral. Donc, ils connaissent ces spots. Mais par l'intermédiaire de ce dispositif de reconnexion et d'écotourisme, on va faire découvrir, notamment ici le Frioul, différemment aux touristes qui s'embarquent pour la plupart du temps pour le Château d'If. Voilà. Un deuxième exemple sur le parc des Forêts d'Orient, un nouveau PNR qui a été créé entre Paris et l'Alsace. On a ici un dispositif de sciences participatives avec un observatoire qui va permettre de référencer tous les oiseaux présents en migration sur ce parc avec une très grande zone humide et un couloir migratoire important pour les grues cendrées où ils en ont démontré, je crois, 400 000 dans le dernier passage, dans le dernier dénombrement. Donc, toutes ces données sont agrégées et elles sont présentes sous forme d'atlas de la biodiversité du territoire, ici pour le PNR, et ensuite elles sont remontées au Muséum d'histoire naturelle, et puis ensuite dans des instances encore plus internationales, du type GBIF, le Global Biodiversity Information Facility, sous forme d'open data. Et toutes ces plateformes sont elles-mêmes aussi en open source. Donc, c'est deux piliers importants de notre action, l'open source et l'open data, un petit peu comme vous, Léa. Voilà, ici, on a un autre exemple qui est une application de découverte des papillons de jour avec Noé Conservation. On a intégré une logique de clé dans l'application qui va permettre de déterminer à partir d'un certain nombre de critères que l'on est devant un demi-deuil. Sur la partie restauration, c'est un petit peu blanc, voilà.
On a beaucoup travaillé, on travaille encore énormément avec des projets de conservation de l'outarde doubara dans le Moyen-Orient et le Maghreb pour le compte des chasseurs du Moyen-Orient. Donc, ces chasseurs ont surchassé cette outarde doubara pendant des années et elle était en danger critique d'extinction. Et puis, l'effort de conservation et de réintroduction a permis de réinstaurer des niveaux qui soient corrects pour deux espèces, donc l'Amilotis ondulata et l'Amilotis macquini, à la fois sur le Maghreb et surtout tout l'oriental. Donc là-dessus, on a créé des myriades de systèmes pour gérer le patrimoine génétique, gérer l'insémination artificielle, gérer l'incubation et aussi faire le suivi individualisé à partir d'émetteurs GPS, satellitaires, GSM, Argos, etc. Pour un sujet qui vous intéresse peut-être plus, qui est un peu plus dans vos thématiques, le sujet de l'arbre urbain, de la nature en ville, on a pris conscience ces dernières années qu'on pouvait avoir un impact fort sur l'environnement naturel urbain, puisque cet environnement naturel urbain est, lui, complètement géré, et qu'en général, il y avait un très gros déficit de données et qu'il y avait une biodiversité qui était très faible, avec un platane qui est vraiment très largement surreprésenté dans les effectifs d'arbres d'alignement de la ville. Donc, on a créé cette plateforme Ecoteca qui permet de référencer tous les arbres du monde, tous les arbres urbains du monde, et qui permet de créer des dashboards de pilotage pour réinjecter de la biodiversité en ville et rendre la ville plus résiliente. On utilise l'intelligence artificielle, l'imagerie numérique des drones ou des satellites pour détecter automatiquement quels sont ces arbres et on espère demain utiliser le LIDAR pour arriver jusqu'à l'état sanitaire et à l'espèce. Voilà donc un sujet sur lequel là je me rapproche un petit peu de ce que vous disiez, Léa. Effectivement, les interactions entre espèces et les réseaux trophiques sont un vrai sujet, puisqu'il faut effectivement savoir quels sont les ravageurs potentiels sur cette espèce. Donc, on a eu des premiers contacts avec une très belle plateforme qui s'appelle Globi, Global Biotic Interaction, qui a des réseaux trophiques ouverts. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir promouvoir. On travaille aussi avec Plantécité sur la plateforme Floriscope pour pouvoir orienter les gestionnaires sur des stratégies de gestion de ici du chancre coloré pour que éventuellement le patrimoine végétal urbain soit sauvegardé. Donc sur la petite animation, vous pouvez voir que on a l'état sanitaire de tous les arbres et qu'on va éventuellement pouvoir enregistrer les traitements qui sont faits sur chacun de ces arbres. Alors, des derniers exemples, on fait du suivi individuel ici d'une espèce qui a été réintroduite dans le parc national des Écrins. Les effectifs sont en hausse. L'espèce est en préoccupation mineure, donc tout va bien. Ce fameux bouquetin qui se porte bien, eh bien, il a fallu le suivre et on a des visualisateurs 3D qui permettent de positionner effectivement. Il y a un nouveau sujet qui émerge, c'est aussi l'accéléromètre dans ces capteurs et ça permet d'analyser finement le comportement d'un individu suivi dans ses déplacements. Et puis, les derniers sujets, on s'intéresse de plus en plus à des capteurs connectés, à des capteurs électroniques connectés de captation de données biodiversité. Ici, sur les macro-hétérocères, aux papillons de nuit, on s'est rendu compte qu'il y avait très, très peu de données et qu'on pouvait imaginer des dispositifs pour évaluer l'impact de la pollution lumineuse sur un territoire en intégrant en haut, ici, une lampe à UV et puis un petit smartphone là au bout du tuyau. Eh bien, on va prendre une photo toutes les heures. On va analyser cette image en utilisant l'intelligence artificielle. Ça va nous permettre de faire un inventaire à la fois de la diversité et du nombre d'individus présents sur un piège lumineux. Il faut savoir que ces pièges lumineux, on les utilisait avant, mais ils étaient non automatisés. Et donc, il faut avoir un entomologue pour chaque piège lumineux. Et donc, la quantité de données disponibles sur le territoire est très, très, très faible, puisqu'il faut mobiliser des gens toute la nuit. Donc, imaginer ce genre de dispositif en sciences participatives pour le commun des mortels avec l'aide de Noé, avec l'aide de Speakle, etc., ça nous permettrait de massifier la quantité de données et d'évaluer effectivement l'impact d'une politique agricole sur un territoire.
Voilà. Puis un dernier petit projet un petit peu plus drôle et plus sympathique. Ici, on fait de la reconnaissance faciale d'hippocampe dans les temps de taux, où on va déterminer individuellement quel est cet hippocampe à partir de ses marques faciales, puisqu'il y a une diversité du phénotype qui est importante. Et donc, sur les hippocampes, sur la grande faune marine, on va le faire aussi sur les mérous, on peut individualiser chaque observation pour avoir une mesure d'effectif qui soit beaucoup plus fine. Voilà pour moi. Alors, on est déjà passé à la question 2 quelque part, hein. Merci, en tout Même cas, 3. merci Olivier et Léa pour cette introduction et présenter un peu la façon dont vous travaillez. Annie, est-ce que tu as pour ce premier temps quelques réactions sur les apports des deux intervenants? Oui, bien sûr, que j'ai trouvé très, très intéressante, même si c'était des approches différentes. En milieu agricole, on considère qu'il y a de la biodiversité planifiée puis de la biodiversité associée. Finalement, ce que nous dit Léa, c'est que cette biodiversité dite associée, celle qui assure des services, des disservices, celle dont on ne sait pas trop à quoi elle nous sert, il faut qu'elle vienne un peu planifiée en fait. Il faut qu'elle soit celle qu'on veut produire. Et je pense que l'idée que ce socle de la diversité, qui est une diversité associée, qui est celle du sol, tout ce vivant dans le sol, il est fondamental même pour la biodiversité planifiée, ce que les agriculteurs vont semer et veulent produire. Et la présentation d'Olivier, en fait, je me suis dit que cette érosion de la biodiversité, donc qui est reconnue, la 6e extinction, on est à 70% de perte en biomasse sur les arthropodes, 30% pour les espèces. Et on a la même chose pour les oiseaux, etc. Finalement, cette érosion de la biodiversité, elle appauvrit aussi le lien qu'ont les êtres humains avec leur environnement biologique. Et c'est bien l'idée aussi du Millennium Ecosystem Assessment, c'est-à-dire que cette biodiversité qui est appauvrie, on la connaît moins, on est moins en lien avec elle, et ça contribue finalement à une forme de mal-être. En tout cas, ça ne contribue pas au bien-être. Et le fait qu'on se déconnecte de plus en plus de la biodiversité, ça contribue à… Et il me semble que, au non-bien-être, de l'humanité. Enfin, c'est comme ça que le définit le Millennium Ecosystem Assessment, et toutes les petites applications qu'il a montrées qui permettent finalement l'astragale, c'est un peu une excuse d'aller chercher l'astragale, mais ça oblige de regarder les plantes qu'on a autour de soi, de voir cette diversité, de voir peut-être aussi qu'il y a des pollinisateurs différents. Ça permet de se reconnecter à cette biodiversité. Voilà. Oui. Merci pour cette réaction. Vous, Olivier, tu veux réagir? Je réagis effectivement sur l'astragale. Il y a quelque chose qui m'a choqué, qui m'a marqué. Qui emmène les gens sur l'île du Château d'If, hein, les touristes veulent principalement voir le Château d'If parce que le Château d'If bénéficie d'une campagne de communication qui dure depuis 250 ans ou chose comme ça. Et le Comte de Monte Cristo a été traduit dans 17 langues, je crois, et il y a eu une 50aine d'adaptations au cinéma. Donc, c'est un outil marketing, c'est un rouleau compresseur du marketing du tourisme à Marseille. Mais malheureusement, ce Château d'If subit un autre rouleau compresseur marseillais qui est le Mistral. Et donc, un jour sur 3, je crois, il est impossible d'accoster au Château d'If. Et donc, les gens se retrouvent sur l'île du Frioul. Et quand ils arrivent sur l'île du Frioul, ils sont complètement désemparés. Déjà, ils sont très déçus parce qu'ils voulaient voir ce fameux Château d'If. Et puis, ils se retrouvent sur une île qui est quasi désertique, qui avait la plus faible pluviométrie de France, avec une diversité qui est tout à fait remarquable, donc notamment cette fameuse astragale, mais aussi plein d'autres espèces intéressantes. Et ils sont complètement incapables d'y voir finalement une certaine beauté, d'y voir une certaine poésie, d'aller à la découverte de cet écosystème. Et c'est ce qu'il y a de particulièrement intéressant, je trouve, sur le Frioul, parce qu'on est dans une île grecque quelque part en France. Et on le voit maintenant avec les restrictions de déplacement, on ne peut plus se rendre à Santorin. Bon, ça paraît complètement incongru. Donc, il faut réinventer la découverte du territoire pour réouvrir les yeux
à des touristes qui les avaient fermés. Et les bateliers qui emmènent les gens sur l'île du Frioul m'avaient dit une fois, c'est assez choquant, m'avaient dit non, le Frioul, n'y allez pas, il n'y a rien à voir, c'est dégueulasse, etc., avec le gros accent marseillais qui va avec. Et donc, même eux qui vendent quelque part l'activité et l'expérience biodiversité du parc national des Calanques sont incapables de le mettre en mots. Donc, il faut complètement revoir, réinventer l'activité touristique. Ok, merci. Ben, je crois que pour l'agriculture, ce message-là est évidemment très important. Je vous propose de passer à la deuxième question qui est au cœur de notre sujet, puisque avec notre question, le numérique peut-il sauver la biodiversité? Peut-être que vous, vous êtes de profils et de structures très différentes. Ce serait important pour nous que vous nous fassiez part des intérêts et des limites que vous voyez à l'usage des outils numériques pour l'évolution de la biodiversité, et en particulier au sein des agroécosystèmes, puisque c'est ce qui nous intéresse ici dans ce cycle de webinaire. Ah, Léa, oui. donc… Alors, je repartage un petit instant oui. mon écran. Donc, effectivement, alors je vais peut-être prendre la question, je pense, qui était dirigée vraiment vers les outils vraiment d'évaluation de la biodiversité ou de suivi de la biodiversité, tel qu'a pu les présenter Olivier. Je vais faire un tout petit pas de côté parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit en introduction, nous, on se rend bien compte qu'en agriculture, des fois, c'est en se préoccupant d'autres choses qu'indirectement, on va contribuer à favoriser la biodiversité. Merci de mettre en mode diaporama. J'essaye, mais j'ai juste la barre qui me cache la possibilité de le faire. Je vais le faire dès que possible. D'accord. Oui, je fais un petit propos, on va dire, liminaire, mais juste pour expliquer qu'effectivement, des fois, nous, on constate sur le terrain que c'est, par exemple, en se préoccupant de l'érosion de son sol, qu'on va mettre en place des pratiques qui ont un effet sur la biodiversité. Donc, on ne cherche pas forcément, ce n'est pas le but de l'agriculteur de dire je vais restaurer des insectes sur mes parcelles. Il peut le faire, ça va peut-être le conduire à mettre des bandes fleuries ou à se préoccuper de ces éléments naturels en bord de ses parcelles, mais parfois en faisant autre chose, c'est-à-dire j'ai besoin de fixer mes sols, j'ai des gros problèmes d'érosion, je vais mettre des couverts diversifiés parce que ça marche mieux, et du coup, indirectement, il va aussi remplir cette fonction-là. Les outils numériques, c'est un petit peu la même chose. Je n'arrive pas à passer en plein écran. Je vous en présente un ici qui, pour moi, est un bon exemple d'outil qui va contribuer au fait que les agriculteurs se reconnectent avec la biodiversité aussi et puissent aussi se servir de ces savoirs pour leur transition. C'est un outil qui a été développé par Vers de Terre Production qui s'appelle SoilDiag et qui permet, en fait, c'est une version digitale de choses qui existent depuis très longtemps, c'est les plantes bioindicatrices. Comment les comprendre? Ça part du principe que, en fait, les adventices, les mauvaises herbes, se développent dans des conditions bien particulières, bien identifiées. Il y a beaucoup de botanistes, d'écologues, de phytosociologues qui ont beaucoup travaillé sur ces questions depuis des années et qui ont cette connaissance-là, mais qui étaient… je vais le partager. Je vais partager. Non, ça va, je vais le remettre. Et donc, qui ont maintenant pu digitaliser ces outils pour les mettre au service de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur qui n'a pas forcément de connaissances en botanique va pouvoir utiliser un outil, diagnostiquer une parcelle dans laquelle il a un problème de mauvaises herbes particulièrement persistantes ou en grande abondance qui le gênent, et comprendre que ces mauvaises herbes lui donnent des indications sur son sol, peut-être sur du tassement, peut-être sur des carences en certains oligo-éléments, peut-être sur d'hydromorphie, etc. Et donc, il va pouvoir se servir de ses connaissances pour adapter ses pratiques. Et ce faisant, en utilisant l'outil, il va lui aussi acquérir des connaissances qui auraient peut-être été longues ou compliquées à acquérir par ailleurs. Pardon, je n'arrive pas à le partager en grand, donc je m'excuse. Hop, je vais essayer comme ça. Est-ce que ça marche? Voilà, je vais le passer comme ça. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple d'outil qui, selon moi, peut être un outil au service de la biodiversité et qui va être vraiment, en parlant à l'agriculteur, de problématiques qui sont des vraies problématiques agricoles. Parce que c'est souvent là où, en fait, les choses se déconnectent en agriculture. Les agriculteurs ont des problématiques agronomiques, de production, de protection de leur culture, de fertilité de leur sol. Et en fait, la biodiversité est intrinsèquement liée à ces problématiques-là. Mais il faut vraiment qu'en fait, elle découle on va dire, du fait qu'on aborde ces problématiques agronomiques de la bonne manière. Et voilà, la biodiversité, je dirais, vient avec.
Si on l'attaque uniquement par l'angle protection des espèces, en général, les agriculteurs n'y voient pas leur intérêt et on les embarque beaucoup moins bien. Je voudrais prendre un deuxième exemple très rapide. Voilà, ça, c'est un outil qui existe. Donc, sur la plateforme agroécologie.org, c'est un outil de partage d'expérience entre agriculteurs. Partager entre pairs des choses qu'on a mis en place dans sa ferme. C'est très varié, hein, mais c'est souvent sur des techniques assez ciblées pour la transition agroécologique. Et ben, c'est exactement le genre d'usage du numérique qu'on peut faire pour accélérer et vraiment massifier le partage de connaissances et d'informations en lien avec la biodiversité dans les écosystèmes cultivés. Je vous ai mis ici un exemple. Voilà, une agricultrice en Île-de-France qui, depuis quelques années, teste, implante de la luzerne, fait des coupes successives de luzerne pour régler son problème d'infestation par les chardons qu'elle n'arrivait pas à gérer autrement, elle qui est dans une agriculture on va dire, de conservation des sols. Voilà, et donc l'usage du numérique pour accélérer et diffuser ces savoirs-là, je pense qu'aujourd'hui, il est très précieux. Et donc, il est, dans certains cas, on est vraiment en prise directe avec des problématiques liées à la biodiversité. Ici, quand un agriculteur implante un couvert de sarrasin après un colza, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement agrandir la plage pendant laquelle ces cultures vont fournir une ressource à des pollinisateurs. Il ne le fait pas forcément dans cette optique-là, mais c'est ce que ça va conduire à amener sur sa ferme. Et une fois que la technique est maîtrisée et qu'il va l'implanter vraiment, ou que d'autres agriculteurs vont également l'implanter, à l'échelle d'un territoire, ça peut être intéressant d'avoir ces phases de floraison, y compris tardives pour du sarrasin, et éviter que les pollinisateurs aient des ressources uniquement au printemps ou au début de l'été. Donc ça, c'est un dernier exemple que je voulais prendre, puisque je pense qu'on va aborder la question évidemment de la collecte des données, qui est un enjeu central. Effectivement, les sciences participatives, et Olivier en a mentionné une tout à l'heure, je pense qu'elles ont toute leur place et qu'elles répondent en plus à l'acquisition de données, elles répondent en plus à cet enjeu central qui est de rapprocher, de reconnecter les citoyens, aussi les chercheurs et les praticiens de terrain, et notamment les agriculteurs. Et notamment sur un enjeu, on va dire, aussi sensible que celui de la biodiversité, je pense que c'est ce type de pratique, de sciences participatives, qui peut aussi être tout à fait pertinente pour apporter cette collecte de données qui parfois peut être chronophage, que les agriculteurs n'ont pas forcément le temps de faire. Et puisque dans la question, il y avait également les limites, alors moi, j'ai envie d'en aborder deux. Alors, ce n'est pas un outil qui est directement un outil numérique pour l'évaluation de la biodiversité, mais c'est néanmoins un type d'outil qu'on voit maintenant de plus en plus, puisque dans l'agriculture connectée, on a énormément de nouveaux outils qui viennent. Et je voulais prendre cet exemple pour montrer que parfois, un outil qui, en apparence, n'a pas de lien avec la biodiversité, en réalité, il peut potentiellement vraiment apporter quelque chose. Donc, c'est des sondes, des sondes pour piloter l'irrigation, c'est des sondes qu'on met dans la terre et qui donnent en temps réel des informations sur l'hygrométrie en profondeur et qui sont évidemment vendues comme permettant de piloter au mieux l'irrigation. Donc, un agriculteur qui l'utilise uniquement dans cette approche-là, il va avoir un effet sur la biodiversité qui est nul à très limité, c'est-à-dire je pompe moins d'eau, donc peut-être il y en a un petit peu plus dans la rivière à côté de chez moi, mais je le fais dans une optique vraiment d'économiser l'eau et de mieux gérer mon irrigation. Par contre, moi, je connais des agriculteurs, notamment un arboriculteur dans le sud, qui lui utilise ces sondes entre les parcelles qu'il conduit maintenant avec des couverts végétaux entre ses arbres, d'autres où il teste un enherbement avec différentes gestions de l'enherbement, etc. Et il regarde quel est l'effet sur l'eau en profondeur dans son verger. Et ça, c'est très intéressant parce que ça le conduit à se questionner et à mieux comprendre quels sont les effets de ces pratiques sur la gestion de l'eau dans ses sols, l'infiltration de l'eau, la quantité de matière organique qui va retenir l'eau, les microporosités, peut-être éventuellement des mycorhizes dans les plantes pour qu'un couvert se développe mieux même quand il fait sec, etc. Et donc ça, en apparence, ce n'est pas lié à de la biodiversité, mais en réalité, ça va avoir un effet très fort sur la biodiversité dans le verger. C'est-à-dire qu'on va, par l'utilisation de ça, se rendre compte que sur la problématique hydrique, qui était la problématique entrante, en fait, on se met à parler matière organique, donc activité biologique du sol, on se met à parler mycorhizes, donc champignons, donc vie du sol, on va se mettre à parler couverts diversifiés ou enherbement qu'on laisse fleurir, donc on va parler insectes, donc on va parler aussi oiseaux, etc., etc., et on va remonter la chaîne trophique dans le verger. Donc il y a aujourd'hui vraiment, il faut bien se rappeler que les outils numériques, comme tous les autres outils, ne sont que des outils et tout va vraiment dépendre de la manière dont on les mobilise et ce qu'on en fait.
Et je terminerai sur peut-être une dernière limite, et ensuite je laisse la parole à Olivier, juste pour alerter entre guillemets, sur le fait qu'effectivement aujourd'hui, on présente beaucoup l'agriculture du big data, l'agriculture du numérique, comme étant en fait un peu la nouvelle poule aux œufs d'or, le nouvel Eldorado pour les start-upers, les PME, les petites et grosses entreprises. Alors là, je vais citer une phrase du rapport Agriculture Innovation 2025. On parle vraiment de marché émergent significatif, de potentiel important, et c'est là-dedans que va se faire la réindustrialisation du secteur industriel. En fait, on n'a plus de secteur industriel, enfin plus beaucoup, mais voilà, on se lance dans cette agriculture numérique. Et il y a quand même un risque qui est que ce soit en fait les agriculteurs qui soient à la source de ces données-là, mais qui soient aussi des éléments centraux du modèle économique, qui est qu'à la fin, il faut qu'ils achètent des services issus de ces données-là. Alors, de la biodiversité comme le reste, mais on parle bien de produire des outils d'aide à la décision, par exemple, basés sur un meilleur suivi de la biodiversité. Et tout ce genre d'outils-là, la plupart des acteurs aujourd'hui engagés, alors il y en a qui le font en open source et qui vont produire de la connaissance libre, et il y en a qui le font pour produire de la connaissance qui a vocation à être payée. Et donc, il faut, je pense aussi, être bien vigilant là-dessus, qui est que les agriculteurs n'ont pas forcément vocation à être uniquement acheteurs de services qui auraient été conçus sur la base de données collectées sur leur ferme. Voilà, je laisse maintenant Olivier. Merci Léa pour cette réponse à cette deuxième question. Olivier, ton regard, toi, sur les intérêts, mais aussi peut-être sur les limites, même si tu es producteur de solutions numériques, peut-être que de ton point de vue, tu vois aussi des limites. Oui, effectivement, l'enjeu des données ouvertes, c'est un enjeu qui est majeur, hein, mais en fait, il dépasse très largement la problématique de la biodiversité ou de l'agriculture. C'est l'enjeu des sciences ouvertes et de l'open data au sens large, de la transparence et de l'appropriation et de la propriété intellectuelle, quelque part. Et aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique et de crise majeure, on ne peut plus, d'après moi, on ne peut plus continuer avec une logique économique de l'appropriation de la connaissance qui est contre-productive et qui nous freine, en fait, devant ce tsunami qui arrive face à nous, qui sont l'évolution de l'effondrement de la biodiversité et la crise climatique majeure. Il faut impérativement revoir ce modèle et travailler dans une logique beaucoup plus ouverte, beaucoup plus collaborative mondiale, si l'on veut réussir les 20 ans qui nous restent pour essayer de prendre ce virage. Donc c'est pour ça qu'effectivement, tout ce qu'on fait, on milite depuis 20-25 ans pour l'open data, et tout ce qu'on fait vise à produire de l'open data, et tout ce qu'on produit est aussi en open source. Donc, en préparant un petit peu ce webinaire, il y a effectivement beaucoup de critiques. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les GAFA et le monde numérique au sens large. Effectivement, les GAFA ont une approche capitalistique qui vise à essayer de privatiser un certain nombre de connaissances. Et effectivement, peut-être que demain, Bayer ou Google vendra de la donnée agro-environnementale. Mais l'idée même de l'open source et de l'open data proviennent eux aussi des gens du digital, d'une communauté, de la communauté du numérique. Donc ces idées-là sont des idées qui sont très fortes et elles nous permettent de réinventer et de faire société différemment. Donc, je pense qu'il y a aussi un espoir, et en tout cas, moi, je ne peux pas m'en renier non plus. Je suis informaticien, j'ai été formé à l'informatique depuis l'âge de 10 ans, j'ai écrit mon premier programme en Visual Basic à l'âge de 10 ans. Je reste informaticien et je vais travailler avec les outils dont je dispose pour essayer de faire avancer la société. Mais effectivement, voilà, Stigler parle pharmacon, on peut effectivement dire qu'il y a un risque, comme dans tout usage de technologie, il y a effectivement un risque et il y a forcément des limites, et cette limite et ce risque sont forcément sur l'appropriation d'un certain nombre de données. Pour ce qui est du big data, alors je vais vous présenter un certain nombre de choses. Partager mon écran ici. Aujourd'hui, bon, nous qui sommes, je pense, les deux mains complètement dans le cambouis de cette histoire, on a quand même énormément de mal à agréger des sources de données qui sont très hétérogènes et qui proviennent de différentes
de différentes sources. D'un côté, on va avoir les inventaires naturalistes tels que celles que vous avez ici à l'écran, qui sont l'Atlas de la biodiversité du Parc national des Écrins. On Vous les a pas voyez mon encore, écran? hein. Non, Ah, on l'a pas pardon. encore. Ah, excusez-moi, partagez, oui. Là, voilà. C'est bon. Ici, voilà. Là, ici, vous avez l'Atlas de la biodiversité du Parc des Écrins. Ces atlas, on en a produit peut-être une vingtaine aujourd'hui. Et vous avez la totalité des données d'occurrence de taxons, donc présence d'espèces sur un territoire à l'échelle donc du périmètre du parc. Alors, ce qui est un peu fou, hein, c'est que effectivement, vous avez ces logiques de charte et de signature de charte. Donc, ici, le trou là que vous voyez au milieu, c'est une commune qui n'a pas voulu signer la charte. Donc la biodiversité, malheureusement, elle ne signe pas de charte et donc on n'a pas de données dans le trou au milieu du périmètre du parc, mais c'est simplement parce que en fait les limites administratives du parc sont celles-là. Donc ici, on a d'un côté un silo qui est l'occurrence de taxons, sur lequel on a beaucoup travaillé. Léa, tu as cité tous ces programmes de sciences participatives. Je crois qu'on a intervenu sur 4 ou 5 d'entre eux déjà. Donc, l'occurrence de taxons, qu'elle provienne d'un capteur humain citoyen ou qu'elle provienne d'un capteur humain pro, comme c'est ici le cas pour le parc des Écrins, on sait que l'on a une latitude, une longitude, un nom d'observateur et potentiellement un nom d'espèce, qui est plus ou moins faux, qui est plus ou moins juste, qui utilise un nom vernaculaire dans un référentiel ou un autre. Bon, ça c'est déjà un premier aspect. On a eu beaucoup de mal, et ça fait presque 15 ans qu'on y travaille, à réagréger et à intégrer, et on continue à y travailler, à ces différentes occurrences de taxons, puisqu'elles sont souvent dans des référentiels qui ne sont pas homogènes, surtout à l'échelle de territoires différents. En France, on a la chance d'avoir TaxRef, mais dès qu'on sort du territoire français, on n'a pas de référentiel taxonomique uniforme, et donc on a une profusion de noms qui veulent dire potentiellement la même chose sur des espèces qui sont potentiellement différentes et vice-versa. Donc déjà, ce gros problème du nom, qui est un énorme problème majeur. Et ensuite, on a le deuxième problème, c'est le problème de l'interaction. Donc sur l'interaction entre espèces, ici, vous avez donc la plus grosse base de données d'interaction au monde qui s'appelle Globi. Vous allez avoir des données d'interaction qui sont agrégées. Donc ici, j'ai tapé la luzerne. Vous avez toutes les interactions connues, enfin connues en base par les informaticiens, par le big data, sur l'interaction entre la luzerne qui est mangée par et qui est aussi parasitée par une autre espèce. Donc là, déjà se pose la question du nom, le nom scientifique, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il n'est pas juste, quel est celui qui a été utilisé pour définir cette interaction, et se pose aussi la question de l'ontologie des interactions. Donc has parasite, c'est intéressant, mais il manque probablement énormément de typologie d'interaction entre ces deux taxons. D'accord? Et puis le troisième enjeu, c'est l'enjeu des traits de vie. Puisque effectivement, comme vous l'avez dit Léa, pour intéresser un agriculteur, il faut lui donner des noms d'espèces, mais il faut aussi lui donner ses parasites potentiels, ses ravageurs potentiels, mais il faut aussi lui donner le fait qu'il va pousser dans telles conditions, sur tel sol, etc. Et donc là, c'est encore une autre plateforme sur laquelle on intervient, qui s'appelle Floriscope, qui est poussée par Plantécité. Alors, c'est des espèces plantées plutôt à destination des paysagistes, c'est pas de l'agricole. Mais là, on a un certain nombre de traits de vie qui sont présents ici. Un plein soleil, frais sec, etc., ombragé. Mais, à ma connaissance, il n'existe pas, ou on y a travaillé, mais on n'a pas suffisamment abouti là-dessus, la communauté scientifique n'a pas abouti, d'ontologie, de vocabulaire contrôlé des traits de vie. Donc, le jour où on voudra réagréger ces traits avec les traits de Agrovoc, pour ne pas les citer dans le monde de l'agriculture, eh bien, ça sera encore un énième enjeu. Donc, cette approche du big data, moi je parlerais plutôt de data déluge, dans lequel on se noie très facilement. Et nous, les informaticiens, on a plutôt l'impression qu'il va falloir connecter encore beaucoup de tuyaux, et que ces tuyaux, on aura du mal, ils auront des embouts qui seront très difficiles à brancher les uns par rapport aux autres, et que quand on aura réagrégé toutes ces données,
eh bien, on aura peut-être commencé à réussir, mais comme on le sait, qu'une toute petite partie de la biodiversité terrestre est décrite à l'heure actuelle, il faut 20 ans pour avoir un nom scientifique sur une nouvelle espèce. Alors, il faudra peut-être 40 ans pour avoir une nouvelle espèce, ses interactions et ses traits de vie pour pouvoir commencer à faire des systèmes intelligents, des systèmes de décision pour l'agriculture. Voilà. Donc, c'est pas pour demain. Merci Olivier et Léa. Annie, comment réagis-tu à ces propositions? Et on prendra ensuite des premières questions, la dernière, les questions des participants, parce que pour ne pas retarder. Et la dernière question que j'ai prévu de vous poser, je vous la poserai plutôt en fin de webinaire. Hein. Annie. Moi, je voudrais déjà réagir sur ce que vient de dire Olivier, c'est que finalement, les agriculteurs gèrent un système complexe d'interaction. Ils ne vont pas attendre 40 ans que les tuyaux des informaticiens soient reliés les uns aux autres, parce que ça fait déjà quelques millénaires qu'ils le font. Et je pense que finalement, une certaine forme d'agriculture avec beaucoup d'intrants chimiques, beaucoup de choses externes, fait qu'il y a une partie de la connaissance qui est sortie de l'agroécosystème et de la relation que l'agriculteur avait avec l'agroécosystème. Et je pense que ce qu'a présenté Léa est aussi tout ce qui est en lien avec les sciences participatives, mais c'est se réapproprier les connaissances. Alors, pas être un super entomo, un super botaniste, voilà, mais grâce aux outils de reconnaissance automatique, grâce à d'autres outils, pour utiliser toutes ces données de biodiversité pour diagnostiquer son système et le piloter le mieux possible. Et je pense que ce que tu présentais sur l'irrigation, on a la même chose aussi sur la fertilisation. Ça permet de piloter finement, très, 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 très finement. Est-ce qu'on a toujours besoin d'être le plus fin? Il y a aussi les formes de connaissances qu'on appelle les traditional ecological, mais ça pourrait être traditional agroecological knowledge, ce savoir aussi de l'agriculteur qui, en prenant son sol, en allant dans la parcelle, il est aussi une forme d'application, pas disponible sur tous les stores, mais une application qu'il a en lui-même pour un modèle qui lui permet d'intégrer toutes ces variables-là. Mais je pense que le numérique peut l'aider à ce que ça soit des choses plus peut-être plus normées, plus automatiques, et dont il va pouvoir récupérer toute l'info sur son téléphone ou sur sa tablette. Donc ça, c'est les gros intérêts. L'hétérogénéité des sources de données, tu l'as souligné, je pense que c'est un casse-tête pour tout le monde. Et je pense que pour le coup, l'agriculteur, en tant qu'intégrateur de toutes ces données sur son système complexe, lui, il le connaît quand même. Il a des données sur son système. Il ne va pas chercher la généralisation comme toi, tu peux le chercher dans tes applications. Enfin, il y a un dernier point, j'ai trouvé qui n'a pas été évoqué, qui me semble important. Moi, c'est toutes les données liées à la spatialisation, toutes les données de la télédétection qui, en fait, peuvent contribuer à la transition agroécologique sur l'identification des infrastructures, mais aussi l'organisation dans l'espace de toutes ces infrastructures agroécologiques, des modèles des insectes auxiliaires, mais aussi ravageurs au sein de ce système. Donc là, je trouve que le côté territorialisation, grâce à toutes les images qu'on peut obtenir, c'est du numérique et ça peut contribuer à la transition agroécologique. Moi, je le conservais pour la réponse à la troisième question, parce que pour moi, on n'y est pas encore tout à fait, en fait. Ces outils, je pense qu'ils sont encore plutôt du côté de la recherche. Il y a des outils qui existent, ne sont pas forcément dans des formats ou dans des formats digitaux utilisables vraiment aujourd'hui pour les agriculteurs, mais moi, c'est vraiment effectivement là-dessus que j'axerais, si on a le temps, la réponse à la troisième question. Je pense que c'est ça qu'on attend, nous, aujourd'hui, effectivement, comme manière d'utiliser ces données-là pour la transition. Ouais. Olivier, vous en faites un peu de spécialisation quand même, vous? Oui, on en fait énormément. Dans la spécialisation, oui, mais justement, par rapport à l'agriculture, parce qu'il y a une question en disant qu'est-ce que fait Natural Solutions sur l'agriculture?
Je suis désolé, je ne suis pas expert du tout de l'agriculture, hein. Mon cœur de métier, c'est plutôt les espaces naturels protégés, les bureaux d'études en environnement, enfin la grande famille de la conservation de la biodiversité. On a hier, je crois, eu un rendez-vous avec la CDC qui travaille sur une plateforme qui s'appelle AgriBest, qui vise à travailler sur la transition des parcelles agricoles. On peut appliquer des dispositifs type les PINOC. Je pense que ça sera vraiment intéressant pour compter des papillons de nuit de manière semi-automatique. On peut aussi appliquer de la bioacoustique pour évaluer un système agroécologique. Et ça, je pense que ça sera aussi un enjeu de demain, clairement. Voilà, comme nous, on travaille aussi sur les continuité écologique avec des algorithmes de type graph plutôt pour la ville. Mais ça, on pourra typiquement l'appliquer à la recréation de haies. Et je pense que ça deviendra aussi intéressant. À terme, mais on n'y est pas. Je pense que demain, l'agriculteur de demain, ça sera un conservateur d'espace naturel qui en retire un certain bénéfice de production de biomasse et qui va faire commerce de cette production de biomasse. Donc, quelque part, j'espère en tout cas que nos outils pourront leur apporter et qu'on pourra considérer qu'une exploitation est un petit PNR quelque part. Merci. Alors, je vais prendre quelques questions. Évidemment, vous pouvez tous les trois y répondre. Tu vas dans le prolongement, hein. Une d'Antoine qui dit tous ces outils numériques ne risquent-ils pas de contribuer à la déconnexion des usagers à la nature et la confrontation sensible avec le vivant et sa compréhension, d'autant que ces outils eux-mêmes sont très polluants, consommateurs d'énergie, de ressources non renouvelables, terres rares, soumis à l'obsolescence programmée, producteurs de déchets. Pour favoriser la biodiversité, ne faut-il pas plutôt être vigilant à la prolifération des outils high-tech et connectés? Alors, Olivier, te sens-tu agressé par cette question? J'ai l'habitude. Oui, je peux que être d'accord avec ce point de vigilance. On se lance là aujourd'hui dans une démarche de travail sur la pollution numérique. Ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est la production du matériel qui est la plus polluante et qu'on pourrait essayer. Il y a toujours une règle de Pareto, un 80-20, dans ces histoires de cycle de vie du produit ou de bilan carbone, où 80% des impacts sont produits par 20% des appareils ou des dispositifs ou des process. Donc, il faut travailler sur l'indice de réparabilité, il faut travailler sur le réemploi des appareils numériques, mais du hardware. Sur la dimension logicielle, l'open source et le réemploi, quelque part, de briques logicielles va dans le bon sens, mais malheureusement, aujourd'hui, on assiste à une profusion de frameworks, de dispositifs, et on est un petit peu noyé sous l'open source, un petit peu comme dans le big data, et on a du mal à vraiment avancer sur cette histoire de réemploi. Mais voilà, et puis après, le dernier impact, c'est effectivement l'impact des réseaux pour éviter d'utiliser trop de vidéos, trop d'images sur les sites. Mais sur ce plan, je dirais que quand même, les algorithmes de compression peuvent évoluer et peuvent faire des très gros progrès. Et quelque part, c'est l'intérêt de l'industrie dans son entier de travailler sur ces logiques de compression et d'améliorer les performances des réseaux et de les rendre moins gourmands en énergie. Donc là où il y a un réel point de vigilance, je pense, aujourd'hui, c'est sur le réemploi, surtout des smartphones, où on voit qu'on ne sait pas les réparer, on ne sait pas les réutiliser, ils traînent dans des tiroirs. Et aujourd'hui, même sur les Pinoc, là, le projet de capteur photo automatique avec une lampe à UV, on a cherché à avoir des smartphones de seconde main. On n'a pas réussi à trouver un dispositif qui nous permette de les acquérir, quoi. Donc là, on a un réel problème, quoi. Bon, le Fairphone, je ne sais pas si vous connaissez ce projet, c'est un projet qui est très intéressant, qui vise à essayer d'augmenter l'indice de réparabilité des téléphones portables. C'est sûr que ni Apple ni Samsung ne se lancent réellement là-dedans, mais globalement, l'iPhone, il est plus réparable qu'il l'était il y a 4 ou 5 ans. Donc, il y a un début de frémissement sur ce sujet. Voilà.
Merci. Est-ce que Léa, tu veux intervenir ou il y a une autre Euh, question? Non, Vas-y, bah, Léa. j'ai pas forcément énormément apporté, si ce n'est que peut-être, je pense qu'aujourd'hui, même sans parler de s'équiper avec de nouveaux matériaux ou de nouveaux outils, de nouveaux objets, je pense qu'un agriculteur qui a déjà soit un téléphone, il l'a, parce qu'il téléphone, soit un ordinateur, déjà, il manque dans ces outils existants, en fait, des fonctionnalités qui lui permettent de mieux comprendre son système et de mieux le gérer. Et je pourrais peut-être du coup détailler un tout petit peu plus ce qu'évoquait Annie tout à l'heure. Aujourd'hui, un agriculteur renseigne déjà ou a collecté déjà énormément de données liées à la biodiversité sur sa ferme, notamment dans le cadre de la PAC. Mais aujourd'hui, il ne reçoit rien en retour en termes d'interprétation de comment lui pourrait utiliser ces outils au mieux pour comprendre, et ne serait-ce que mettre en lien des informations sur des ravageurs qu'il peut avoir par ailleurs, qui sont collectés au moment où il traite, parce qu'il a déjà des outils d'aide à la décision, connecter ça avec les informations qui existent par la télédétection des parcelles, sur les infrastructures agroécologiques, peut-être sur ce qu'il a mis en place comme couvert, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Tout ça, en fait, c'est des informations qui sont déjà collectées, mais qui ne communiquent pas, ou peut-être c'est en cours de préparation, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore ça, ce retour à l'agriculteur de cette multiplicité des données qui, mises ensemble, peuvent former un conseil pertinent. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment ça, je pense, qui manque comme outil et qu'il faut vraiment avoir à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, c'est des types de conseils que seules quelques structures en France sont capables de donner. Des structures comme Flore Insect, comme CIRFIS, c'est-à-dire des gens qui sont entomologues notamment, mais qui ont aussi des très bonnes compétences en botanique, qui sont capables d'aller sur une ferme, visiter des parcelles, voir sur la cartographie de la ferme quels sont les SIE, les types d'éléments ligneux, qu'est-ce que vous mettez comme bande fleurie, comme couvert, quelle espèce il y a dedans, qu'est-ce que vous avez comme problématique ravageur, et on met tout à plat avec l'agriculteur et on conçoit un vrai plan de gestion pour, on va dire, améliorer la résistance du système vis-à-vis des ravageurs. Et donc ça, aujourd'hui, c'est des outils qui manquent et qui ne sont pas du tout consommateurs en nouveaux capteurs, en nouvelles sondes, en nouveaux je ne sais quoi, mais qui sont vraiment uniquement de faire à partir de l'existant, connecter les briques et traduire ça dans un langage très opérationnel, très concret pour l'agriculteur. Merci. Il y a une question de Philippe, et peut-être Annie pourra aussi compléter, et qui va un peu dans le sens de ce que disait Léa. Philippe, il dit: les solutions numériques aujourd'hui ne sont-elles pas enfermantes en ne visant que l'optimisation de l'usage des pesticides et plus largement des intrants, en réduisant les impacts environnementaux? Mais en quoi le numérique peut-il être réellement un levier de reconception des systèmes agricoles vers l'agroécologie, par exemple? En particulier, on sait que, par exemple, la connaissance de la microbiologie des sols et tout ce qui concerne le fonctionnement du sol, finalement, le numérique ne fait pas grand-chose pour l'instant. Est-ce que il y a actuellement les limites, en dehors du fait qu'on a des silos? Est-ce que les limites, ce n'est pas tout simplement qu'on n'a pas d'outils qui aident à la reconception? Oui, bah, effectivement, je pense qu'on n'en a pas. Alors Annie est probablement mieux placée que moi, qui ai quitté le monde de la recherche il y a quelques années, pour savoir si au moins du côté de la recherche, il y a des outils, parce que nous, bon, du côté terrain, des fois, on pense qu'il n'y a pas d'outils. En fait, peut-être qu'il y en a, mais voilà, ils ne sont pas forcément bien adaptés, ils n'ont pas passé, on va dire, la barrière recherche-terrain. Mais comment dire, sur les outils, moi, j'aurais tendance à dire que, effectivement, je l'ai dit, ce qui manque, c'est vraiment des outils qui vont donner un conseil, en fait, qui vont aider à mettre en pratique. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, on n'a pas les ressources humaines, les connaissances, on n'a pas assez de très bons connaisseurs, agro et entomo, agro et botanistes, agro et etc. Et donc, aujourd'hui, on est limité par ça. Nous, on le voit bien, nous qui accompagnons, qui devons, pour accompagner des groupes d'agriculteurs ou des filières, mettre en place ce type de conseil-là pour reconcevoir des systèmes, on manque en fait d'experts ou de personnes qualifiées pour accompagner les agriculteurs. Donc aujourd'hui, moi, je vois en fait ces outils presque comme venant combler un manque humain. Et je suis persuadée qu'en fait, à terme, il va falloir de toute façon former que les jeunes qui passent aujourd'hui par des écoles d'agro, par des universités, par des filières scientifiques à la fac, on a besoin en fait de les former, et peut-être que demain, on aura un peu un mélange. C'est-à-dire on aura ces outils-là qui pourront aider l'agriculteur à repenser son système, et qu'en parallèle, il aura plein potentiellement d'experts vers qui se tourner pour, je dirais, la phase opérationnelle, parce que je pense que personne n'est naïf, aucun agriculteur ne commencera à vraiment repenser son système en profondeur juste parce qu'un outil d'aide à la décision lui a dit. Donc pour cette phase de vraiment passer à l'action, il y a besoin d'humains, d'expertise, de partage d'expérience, de se connecter à des réseaux de gens qui ont déjà fait ou qui peuvent aider à faire.
Et en ça aussi, je pense que le numérique peut aider. Nous, on a une cartographie des acteurs de la transition agroécologique à l'échelle de la France qui est disponible sur agroécologie.org. Vous êtes agriculteur, vous avez envie de passer vraiment à la, on va dire, la phase d'après pour transition sur votre ferme, vous allez pouvoir trouver des techniciens de structure, soit de coopératives, peut-être dans votre COP et vous ne le savez pas, soit techniciens indépendants qui ont été formés, qui peuvent vous aider. Vous allez trouver des acheteurs qui, dans leur filière, souhaitent valoriser les cultures que vous avez dans votre rotation, etc. Donc vraiment, utiliser le numérique pour cette mise en réseau, en parallèle d'outils qui peuvent effectivement aider à mieux comprendre son système cultivé. Moi, aujourd'hui, je le vois plutôt comme ça, c'est un facilitateur de mise en relation humaine et d'acquisition de connaissances, là où aujourd'hui, c'est limité, parce qu'on va être honnête, il n'y a pas beaucoup de gens depuis 10-20 ans qui vraiment se sont vraiment penchés en profondeur sur ces questions et qui ont développé une vraie expertise. Merci. Annie, est-ce que tu as des éléments à compléter, pour compléter? Oui, j'ai peut-être une métaphore un peu bancale, mais ça me fait penser à la télémédecine. On dit il n'y a pas assez de gens capables de faire l'identification, il n'y a pas assez de gens qui sont agroécologues, qui ont cette vision spatialisée, il n'y a pas assez de médecins, donc on fait de la télémédecine. Est-ce que la télémédecine doit être une médecine au rabais? Est-ce que parce que si on fait les choses à distance, ça va être moins bien? Je vous ai mis dans le chat quelque chose que je trouve intéressant, qui est de dire, un agriculteur, il se pose la question, je veux mettre une bande fleurie, où est-ce que je la mets et où est-ce que ça aura le plus d'impact pour les pollinisateurs? Donc, je ne réponds pas sur le sol parce que je suis moins compétente là-dessus. Mais ça peut être ça, c'est-à-dire ça ne répond pas à la question comment est-ce qu'on fait pour que l'agriculteur se dise je veux avoir des pollinisateurs, mais une fois que la chose est enclenchée, je pense que ces outils numériques qui vont pouvoir, en fait, qui lui permettent d'avoir accès à des informations sur de la cartographie des sols, des usages, les dernières données de la recherche sur les abeilles qui pourraient être là à cet endroit-là et comment est-ce qu'elles vont pouvoir bénéficier de ce mélange. Toute cette information-là, on lui met sur une application et lui, en fait, il peut simuler des choses et se dire si je fais ci, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Je trouve que c'est l'essence même d'un modèle, de dire voilà, l'agriculteur, il veut tester. L'agriculteur, par définition, c'est quelqu'un qui fait des tests, qui essaye. Et là, en fait, on met tout plein d'informations, des connaissances, de la modélisation pour pouvoir répondre à sa question et pas attendre qu'il ait installé la haie et de voir 10 ans après ce que ça donne, ou la bande fleurie. Donc, je pense que ces outils-là, pour répondre à la question « et si je fais ça, qu'est-ce que ça donne ?» c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit toujours des démarches individuelles. Et il me semble que c'est Léa qui parlait des partages d'expériences. Toutes ces communautés d'agriculteurs qui peuvent avoir fait des essais sur l'application, avoir mis en œuvre ce qui semblait être la meilleure configuration possible de leurs infrastructures agroécologiques, de leur assolement, ils vont pouvoir le partager en disant finalement, moi, ça a donné ci ou ça a donné ça, et on peut améliorer l'application dans une boucle positive, en fait, où les agriculteurs vont dire nous, on l'a essayé et ça a marché, ça n'a pas marché, quoi. Merci. Je vais quand même maintenant poser des questions plutôt plus précises, qui appellent des réponses relativement courtes, encore que. Donc, Aléa, dans un premier temps, sur ce fameux indice de régénération, comment il se diffuse auprès des agriculteurs? Est-ce que la méthodologie n'est pas trop lourde? Pose Bertrand comme question. Avez-vous un retour politique suite à la publication de l'indice de régénération? Et puis, quelle différence avec le HVE, qui est encouragé par le ministère de l'Agriculture? Donc, déjà, sur ces trois questions. Alors, je commence par la dernière, qui est vrai qu'on nous pose assez souvent, la différence avec le HVE. Alors, je dirais la grosse différence qui va jouer beaucoup, c'est le socle sur le sol. Dans HVE, c'est très absent, c'est un tout petit peu pris en compte dans les vergers, le fait qu'il y ait de l'enherbement entre les arbres, mais ça s'arrête là. Donc nous, on a vraiment un socle sur le sol qui est très important et qui se voit dans les points. Donc l'indice de régénération, c'est un score sur 100. Et on a 54 points qui sont attribués à la couverture du sol. Donc, est-ce que le sol est couvert et combien de pourcentage en fait, de l'année le sol est couvert? Sur l'intensité du travail du sol, en termes de profondeur, mais surtout aussi de bouleversement en fait, des horizons du sol, et en termes de cycle du carbone. Et c'est là où souvent il y a le plus de travail à faire. À quel point on est capable de produire de la biomasse et d'avoir une ration pour le sol.
Donc vraiment qu'on restitue au sol, parce que c'est fondamental pour pouvoir redynamiser, remettre de la vie dans le sol. Et ce socle-là, il est totalement absent d'HVE. Et c'est bien là où, en fait, souvent, ce qu'on observe sur le terrain, dans les filières qui ont déjà déployé l'indice de régénération auprès de leurs fournisseurs, c'est que HVE, c'est vraiment vu comme un label descendant. On s'y plie parce que c'est la requête de l'acheteur. L'indice de régénération, pour nous, c'est un outil agronomique avant tout. C'est l'agriculteur qui le fait avec son technicien, et c'est vraiment je dirais, le point de départ derrière de l'élaboration de la feuille de route et de qu'est-ce que je pourrais améliorer, sur quel axe technique, etc. Donc il y a une vraie, ça parle aux agriculteurs, ça a été construit avec des agriculteurs, et c'est aujourd'hui, c'est eux qui nous font le plus de retours sur l'outil pour continuer à l'améliorer. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'il est en amélioration une fois par an. On collecte tous les retours du terrain, les retours de notre comité scientifique, et on améliore l'outil pour intégrer un nouvel indicateur ou un seuil qui a été un peu réévalué à la baisse, à la hausse, etc. Du coup, donc aujourd'hui, il est utilisé dans plusieurs filières. Donc, il y a des acteurs des filières, comme par exemple Système U, qui l'intègrent à leur cahier des charges fournisseurs. Donc, en fait, ils se rendent compte que plutôt que de démultiplier, avoir plein de démarches qualité qui ne parlent pas forcément et qui sont compliquées à recevoir pour les agriculteurs, ce socle agronomique et éventuellement une démarche comme HVE en plus pour le label qui parle aux consommateurs, ça suffit, et ça permet vraiment de simplifier le dialogue avec les fournisseurs. Et il y avait un dernier point sur la réception politique. Alors aujourd'hui, l'outil, je dirais qu'il est reconnu, mais reconnu par le terrain. C'est-à-dire que les agriculteurs le trouvent pertinent, les techniciens le trouvent très pertinent, les filières l'utilisent de plus en plus. Du côté politique, nous, on a pu le présenter au cabinet du ministre de l'Agriculture. Pour autant, il n'a pas de forme de reconnaissance. Il n'en appelle pas forcément une. En fait, c'est un outil qui s'est imposé parce qu'il y avait un besoin du terrain et qu'il a répondu à ce besoin. On serait évidemment ravis que le ministère, entre guillemets, je ne sais pas, valide, entre guillemets, mais ce n'est pas forcément indispensable parce que ce n'est pas un label. Du coup, ça n'a pas vocation à être mis sur un paquet de biscuits. C'est vraiment un outil interne aux filières pour les aider à progresser. Et derrière, la communication auprès du consommateur se fait d'une autre manière qu'un label. Merci. Pareil pour Olivier, deux, trois questions qui sont assez pratiques. D'une part, une question de Louis. Comment est financé Natural Solutions puisqu'il n'y a pas de privatisation des données? Une autre question de Célia qui voudrait savoir, avoir un complément d'information sur la plateforme Agri qui est développée par la CDC. Voilà, c'est deux questions déjà. Et puis après, une petite question, est-ce que vous allez aller de plus en plus vers l'agriculture en embauchant des agronomes? Oui, on a beaucoup d'agrotique. Je ne sais pas si vous connaissez la filière agrotique. Voilà, c'est très représenté. J'aimerais beaucoup aller sur l'agriculture parce que je pense qu'effectivement, c'est un potentiel d'impact. Enfin, on peut faire des choses importantes et finalement, on le voit dans les espaces naturels protégés. Quelque part, même si on arrive aux 30% qui sont l'objectif aujourd'hui, ça ne va pas changer énormément les choses si on n'agit pas effectivement sur l'agriculture. Donc voilà, pour finalement conclure ou arriver sur la question qui était le modèle économique de Natural Solutions, nous on a des clients, les clients arrivent avec des projets, on essaie de susciter aussi des projets, on répond à des appels à projets, mais donc c'est les opportunités qui font qu'on va aller sur cette dimension-là. Et si effectivement, j'avais quelques idées sur ces sujets, notamment sur les réseaux trophiques et sur la captation automatique. Moi, je rêve d'une plateforme automatisée qui pourrait recommander effectivement l'agriculteur. Et je rêve aussi, pour revenir aussi sur ce que vous disiez, Annie, d'une plateforme d'acquisition de connaissances. C'est des choses qu'on fait aujourd'hui pour l'Agence de l'environnement des Émirats arabes unis. Eux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de cette tacit knowledge, la connaissance du terrain qui était en train de disparaître avec un pays qui a 50 ans et qui est en train d'être complètement... les cartes sont rabattues complètement et il n'y a que 20% finalement de locaux sur le territoire. Et donc ces locaux ont oublié ou ne savent plus ou sont en passe de périr. Et donc il y a une urgence à
récupérer cette connaissance tacite pour constituer ce qu'on appelle, nous, des graphes de connaissances, des knowledge graphs, et utiliser ensuite ces knowledge graphs pour former des expatriés qui arrivent sur le pays, avec un turnover très important dans le pays. Donc, c'est quelque part un petit peu ce qu'on est en train de vivre dans l'agriculture en France, mais puissance 1000, puisque en 50 ans, le pays est passé du sable, du bac à sable, à des tours, les plus hautes tours du monde. Donc, c'est très important aussi, pas simplement de penser les sciences participatives en termes de on va vous demander de collecter de la donnée de biodiversité, mais on va essayer de récupérer vos connaissances tacites pour les formaliser dans des systèmes de connaissances pour pouvoir ensuite réutiliser ces systèmes de connaissances et aller effectivement former les agros de demain ou les agriculteurs de demain. Parce que pour en avoir un Natural Solutions embauché pas mal, c'est des jeunes qui sont effectivement très digitaux, qui sont digital natives, mais qui n'ont pas une connaissance de terrain qui est très approfondie, quoi. Merci. Nous allons être obligés de conclure. Donc, je vais prendre une partie de la question de Florent qui, finalement, est la question qu'on voulait vous poser à la fin. Dans un monde en transition, le numérique deviendra quelque chose à surveiller alors que nous en faisons quelque chose. Attendez, non, j'ai coupé la phrase, du coup, elle n'a plus de sens. Donc, c'était Florent. Pour rejoindre à peu près les propos de Madame Moin, le numérique et tous les outils associés qui se développent en masse n'est-il pas une solution court-termiste qui devrait se contenter de permettre une transition vers une rappropriation de la connaissance agricole et une restructuration de l'enseignement associé, en particulier dans un monde en transition où le numérique deviendra quelque chose à surveiller, alors que nous en faisons quelque chose de plus en plus indispensable. Autrement dit, comment voyez-vous la place du numérique dans l'agriculture et la gestion de l'environnement de demain? Et donc, est-ce que vous pouvez, Léa, puis Olivier, puis Annie, en une minute, nous dire comment vous voyez ou comment vous rêvez le numérique dans l'avenir pour que ce soit maîtrisé et humaniste? Oui, alors je m'excuse par ailleurs, il y a un peu de bruit derrière moi. Moi, je vois la place du numérique comme étant au service d'abord des agriculteurs, puisque c'est eux qui font la transition, et surtout au service de leur montée en compétences, en connaissances, de leur réintégration dans des réseaux de partage d'expériences, de connaissances, et aussi beaucoup de pouvoir enfin montrer de manière objective, démontrer les progrès qui ne manqueront pas d'avoir lieu au cours de la transition agroécologique en termes de retour de la biodiversité dans les sols, dans les parcelles, autour des parcelles. Donc voilà, si c'est vraiment, et évidemment de manière, je dirais, ouverte, non capitalistique, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait rien de plus dangereux que cet enjeu qui est sociétal et qui concerne toute l'humanité, d'avoir une transition agroécologique forte et rapide, que ce soit confisqué voilà, par des intérêts financiers. Voilà, je fais court. Oui, moi, effectivement, je le vois sous deux angles. Il y a une dimension acquisition des connaissances et formalisation des connaissances avec la création de graphes de connaissances ouverts de type Wikipédia, Wikidata, etc., sur lesquels on va pouvoir réagréger toute cette connaissance tacite qui provient du territoire et des agriculteurs. Et dans un deuxième temps, il ne faut quand même pas négliger aussi le fait que les capteurs humains ne sont pas présents partout et ils ne peuvent pas écouter la nuit, ils ne peuvent pas être présents 24 heures sur 24. Donc les capteurs bioacoustiques, ADN environnementaux ou encore pièges automatiques lumineux, pièges photographiques, etc., sont quand même très, très utiles pour avoir une connaissance plus fine des espèces présentes sur une parcelle. Donc il va falloir mélanger à un niveau un petit peu méta de la formalisation de connaissances sur les interactions, les traits de vie, etc. Et tout en réagrégeant des données de capteurs en utilisant l'IA, en utilisant l'imagerie satellitaire, en utilisant tout ce qu'on peut avoir pour pouvoir avoir des zéros qui soient plus exhaustifs. Parce que comme en biodiversité, on a des énormes trous de données. Donc j'imagine que dans l'agriculture, c'est pareil. Voilà. Merci. Annie, le mot de la fin? Eh bien, moi, j'aimerais en effet placer l'agriculteur comme un pivot, mais je pense que l'intérêt du numérique, c'est aussi de pouvoir avoir toute la chaîne, c'est-à-dire la transition agroécologique se fera que par une transition de l'alimentation, du consommateur,
qui est beaucoup déconnecté du champ, des espaces ruraux et aussi de la biodiversité. Je pense que le numérique peut nous aider à reconnecter ce que l'on mange, le producteur, la biodiversité qui a permis de le produire de manière durable. Merci et merci à, je sais plus, Delphine là, qui a parlé d'Agribest, puisque Olivier n'a pas répondu à la question, et vous pourrez aller voir sur le site du GIS Relance Agronomie, puisque ça a été présenté à la journée CASDAR Biodiversité, qui était également sur la plateforme d'Agrinium. Merci encore à tous. Nous avons un tout petit peu de retard. Le dernier webinaire de la saison Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène, les acteurs de la transition, aura lieu la semaine prochaine et nous parlerons du verrouillage sociotechnique et des possibilités de levier pour déverrouiller tout cela. Je vous remercie, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir à tous les, et merci à tous les trois. Au revoir.